Test d'audit par site. Rebonjour à tous, alors bienvenue dans la section la plus terrain de notre formation. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de théorie, de planification, et bien ça y est, on passe à l'action. On a planifié notre mission, maintenant on va l'exécuter. On va voir ensemble les tests clés, vraiment cycle par cycle. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va se mettre dans la peau de l'auditeur, comprendre son état d'esprit. Ensuite, on plonge dans le concret, les tests sur les actifs, puis sur les passifs. On fera un petit détour par la vision de l'audit interne qui est un peu différente, vous verrez. Et enfin, on verra comment on passe de toutes ces preuves au rapport final. Allez, on commence par les fondations. Avant même de toucher à un seul document, tout part de l'état d'esprit de l'auditeur. Et cet état d'esprit, il est résumé en une seule et unique question fondamentale. Face à chaque compte, chaque ligne importante du bilan, l'auditeur se pose cette question. C'est un peu un travail de détective en fait. Il faut se demander, où est le plus grand risque? Est-ce que cet argent en banque existe vraiment? Ou est-ce que cette liste de dettes est bien complète? Une fois qu'on a identifié ce risque principal, ce qu'on appelle l'assertion la plus risquée, alors on peut choisir le test parfait, celui qui nous donnera la preuve la plus solide possible. Bon, passons à la pratique, on attaque les actifs. L'idée ici, c'est de vérifier que ce que l'entreprise dit posséder est bien réel. Et on va commencer par le plus simple, le plus liquide, la trésorerie. Pour la trésorerie, le risque est super simple, mais absolument critique. Est-ce que l'argent que l'entreprise prétend avoir sur ses comptes en banque existe bel et bien? L'assertion qu'on veut tester en priorité, c'est donc l'existence. Et pour vérifier ça, il y a ce qu'on appelle une procédure REN. C'est un peu le gold standard de l'audit, la circularisation bancaire. Le principe est tout simple. L'auditeur envoie une lettre directement à la banque du client et lui demande de confirmer le solde du compte. La banque, elle, répond directement à l'auditeur. Ça ne passe pas par l'entreprise. Du coup, c'est une preuve externe super fiable, quasi impossible à manipuler. On continue avec un cycle beaucoup plus sensible, les ventes et les créances clients. Là, le risque numéro 1, c'est de gonfler le chiffre d'affaires. Et ça peut se faire de deux manières. Soit on invente des ventes à des clients qui n'existent pas, là on teste l'existence, soit on garde dans les comptes des créances sur des clients qui, on le sait très bien, ne paieront jamais. Et là, on est sur un risque d'évaluation. Prenons un exemple concret pour l'existence. Dans les comptes, on voit une créance de 50 000 € sur un certain client Dupont. La toute première question à se poser est simple. Est-ce que ce client Dupont existe vraiment et est-ce que cette créance est réelle? Et la surprise, ou pas. La procédure REN, c'est la même que pour les banques, la circularisation. On sélectionne un échantillon de clients, y compris notre fameux Dupont, et on leur envoie un courrier. Bonjour, pouvez-vous nous confirmer que vous devez bien 50 000 € à notre client à telle date? La réponse directe du client, c'est une preuve d'existence sans béton. Ok, super. Imaginons que Dupont nous a répondu, il confirme bien la dette. L'existence est validée. Mais ça nous amène tout de suite à la deuxième question, qui est tout aussi importante, celle de l'évaluation. C'est bien de savoir que la créance existe, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir si elle vaut réellement 50 000 €. Autrement dit, est-ce qu'on va un jour voir la couleur de cet argent? Et pour ça, l'outil magique de l'auditeur, c'est la balance AG. On demande la liste de toutes les créances, mais classées par ancienneté. Une créance de moins de 30 jours, pas de souci. Entre 30 et 60, on commence à regarder. Mais dès qu'on passe les 90 jours, là, une petite lumière rouge s'allume. Une créance qui traîne depuis 200 jours, les chances de la récupérer sont très très minces. Notre travail, c'est donc de vérifier que l'entreprise a été réaliste et a passé une provision pour couvrir cette perte probable. Allez, on monte d'un cran avec un test un peu plus technique mais essentiel. Le test de séparation des exercices, ou cut-off en anglais. La crainte ici, c'est la tentation pour une entreprise de booster son chiffre d'affaires de l'année N en y enregistrant des ventes qui ont en fait eu lieu début janvier, donc sur l'année N+1. Et là, attention, retenez bien ça. Le point absolument crucial, la règle d'or, ce n'est pas la date de la facture qui compte, c'est la date de la livraison réelle. Et la preuve de cette date, c'est le bon d'expédition ou de livraison. Une marchandise livrée le 2 janvier, même si elle a été facturée le 31 décembre, appartient à l'exercice N+1. Point. C'est non négociable. L'auditeur va donc éplucher les derniers bons de livraison de décembre et les premiers de janvier pour s'assurer que la frontière a bien été respectée. On change de décor et on passe au stock. Le raisonnement est assez proche de celui de la trésorerie. Le risque le plus évident, le plus fondamental, c'est que les milliers de produits que l'entreprise dit avoir dans son entrepôt n'existent tout simplement pas. On est donc à nouveau sur l'assertion clé de l'existence. Pour tester ça,
La procédure REN, c'est d'assister à l'inventaire physique. Mais attention, petite précision super importante. L'auditeur ne fait pas l'inventaire. Son rôle n'est pas de compter toutes les boîtes. Son rôle, c'est de superviser et de tester le comptage fait par l'entreprise. Il observe comment les équipes s'y prennent. Et puis il fait des tests, des sondages. Il prend la liste d'inventaire et va vérifier que le produit est bien dans le rayon. Et inversement, il prend un produit au hasard dans le rayon et vérifie qu'il est bien sur la liste. C'est cette double vérification qui donne de la valeur à son travail. Bien, on a bien couvert les actifs. On bascule maintenant de l'autre côté du bilan, les passifs. Et là, attention, il faut complètement inverser sa logique. Pour les actifs, le risque, c'est qu'ils soient surévalués. Pour les passifs, c'est tout le contraire. Le risque, c'est qu'ils soient sous-évalués, qu'on ait oublié des dettes. Prenons le cycle des achats et des dettes fournisseurs. Le risque ici, ce n'est pas d'inventer des dettes, bien sûr, c'est d'en cacher. Pourquoi ? Pour paraître plus solide, plus rentable. L'assertion clé qu'on va tester n'est donc plus l'existence, mais l'exhaustivité. La question qu'on se pose, c'est est-ce que toutes les dettes qui devraient être là, y sont bien ? Et pour ça, il existe un test juste brillant. C'est la recherche de passifs non comptabilisés. La logique est vraiment maligne. Au lieu de regarder les dettes enregistrées en année N, on va regarder les paiements qui ont été faits juste après la clôture, par exemple en janvier. On prend un paiement et on remonte le fil. On regarde la facture, le bon de livraison et surtout la date. Si on trouve un paiement de janvier pour une marchandise qui a été livrée en décembre, on va vérifier si une dette était bien enregistrée au 31 décembre. Si la réponse est non, bingo, on a trouvé une dette qui avait été cachée sous le tapis. Faisons maintenant une petite parenthèse sur l'audit interne. Il faut se souvenir que son rôle est un peu différent. L'auditeur interne, lui, est moins obsédé par le montant exact à la fin de l'année. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si les processus, les règles internes de l'entreprise sont bien respectés au quotidien. Du coup, sa checklist va ressembler à ça. La question n'est pas est-ce que la dette est de 50 000 €, mais plutôt est-ce qu'on a bien le fameux trio magique, bon de commande, bon de livraison et facture avant de payer. Est-ce que la bonne personne, avec le bon niveau d'autorisation, a bien signé le bon de commande ? L'auditeur interne, c'est en quelque sorte le gardien des procédures. Et voilà, on arrive au bout de notre exploration sur le terrain. On a vu comment on part d'un concept un peu abstrait, comme une assertion, pour arriver à des tests très concrets, très pratiques. Alors vraiment, félicitations. On vient de couvrir ensemble le vrai cœur du réacteur, le quotidien du métier d'auditeur. C'est ce qu'on appelle le fieldwork, le travail de terrain. C'est là que tout se joue. Mais une question se pose. Maintenant, on a collecté une véritable montagne de preuves. On a des confirmations de banque, des réponses de clients, des fiches de comptage de stock. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment on passe de cette masse d'informations à une conclusion simple et directe, du type « oui, les comptes sont fiables » ou « non, il y a un problème ». Eh bien, c'est tout l'enjeu de la dernière étape, celle de la finalisation. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine section.